Bien alors, bonsoir à vous, chers concitoyens, concitoyennes, partenaires, candidats et candidates. Mais merci de vous être joints au Carrefour solidaire et à la Coalition Poids là, ce soir dans le cadre de l'événement « Je mange donc je vote, agir pour mieux nourrir le Québec ». Nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez déplacés pour faire de la place autour de la table aux enjeux portant à l'alimentation. Le Carrefour solidaire, centre communautaire d'alimentation, de l'autre côté de la rue, est un organisme dont les racines remontent à 1988 et qui rejoint plus d'1 millier de membres. C'est un organisme qui croit fermement au droit à l'alimentation, qui croit également au pouvoir de la nourriture pour rapprocher les gens et améliorer le bien-être des communautés, et qui croit et travaille à créer un système alimentaire plus durable, juste et solidaire. Selon nous, chaque personne devrait avoir accès dans la dignité aux aliments qui lui sont nécessaires pour vivre en bonne santé mentale et physique, et ce, d'une façon qui renforce le système alimentaire. C'est-à-dire qui le rend plus écologique et assure aussi un juste prix aux agriculteurs et agricultrices qui produisent ce que nous mangeons tous les jours. C'est donc avec ces préoccupations-là en tête que le Carrefour a voulu tester l'approche des coupons nourriciers fermiers au Québec, afin d'établir si ça pouvait être une solution pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire. On le sait, ceux-ci étaient bien présents avant la pandémie, se sont exacerbés depuis et risquent de continuer à s'aggraver. Donc, le Carrefour a créé la carte proximité fermière et solidaire, qui est une carte d'achat sur laquelle est versé un montant mensuel qui permet à des ménages vivant de l'insécurité alimentaire de s'approvisionner en produits locaux dans les marchés de proximité. Depuis 2020, la première année du programme, c'est près de 10 000 ménages qui ont reçu plus de 800 000 $ leur permettant de remplir leurs assiettes de fruits et légumes et autres aliments d'ici. Donc, ça représente aussi 800 000 $ de vente pour les marchés solidaires et de proximité. Puis on estime, j'ai fait un petit calcul maison des costes, à peu près à 580 000 $ pour les petits producteurs. Donc, surtout, d'abord et avant tout, la carte proximité a permis une baisse de l'insécurité alimentaire et une plus grande consommation de fruits et légumes. Moins d'insécurité alimentaire, c'est moins de stress pour des ménages qui ne savent souvent pas s'ils auront un prochain repas et moins de risques de maladie. Donc, avec sa petite équipe et des ressources limitées, le Carrefour solidaire a réussi à créer ce grand cercle vertueux. Il a prouvé que les coupons nourriciers encourageant l'approvisionnement local peuvent être une solution aux multiples impacts. Donc, on peut simplement imaginer quelles retombées un tel programme pourrait avoir s'il était porté par le gouvernement et offrait à l'ensemble des Québécois et Québécoises, en ciblant les personnes vivant de l'insécurité alimentaire, la possibilité de bien s'alimenter en supportant l'économie et l'agriculture locale. Sur ce, je cède la parole à Corinne. Merci beaucoup, Marie-Claude. Bonsoir à tous et à toutes, messieurs et mesdames les candidates. Donc, rapidement, la Coalition québécoise sur la problématique du poids, on est un projet de l'Association pour la santé publique du Québec. On réunit plus de 700 partenaires qui sont issus de différents milieux, qui ont à cœur d'offrir des milieux de vie plus sains à la population. On vise notamment à faciliter et s'assurer que les aliments sains et nutritifs soient à la portée de tous. On parle par exemple de mesures qui permettent d'assurer un accès économique et physique aux fruits et légumes ou encore d'éviter que des restaurants rapides s'installent devant les écoles. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les aliments et les boissons ultra transformés nuisent à la santé et contribuent à plusieurs maladies chroniques. Par contre, elles occupent une place démesurée dans l'assiette des Québécois et dans nos épiceries. C'est près de la moitié de nos calories qui proviennent des aliments ultra-transformés. Et malheureusement, la consommation de fruits et légumes est nettement insuffisante dans la population. Donc, malgré les efforts des dernières années, notre système alimentaire continue d'incarner des contradictions qui menacent notre santé et nuisent à la planète. Produire des aliments ultra-transformés qui n'apportent aucune valeur nutritive intéressante, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage de ressources, de nutriments et de nos terres agricoles qui pourraient être mieux utilisées. C'est près de 3 Québécois sur 4 qui sont d'avis que le gouvernement ne devrait pas financer des entreprises alimentaires dont les produits nuisent à la santé. Il faut donc revoir notre système alimentaire pour qu'il soit davantage sain et durable. On doit mieux soutenir la production et le développement d'aliments qui sont sains, locaux et transformés de manière efficiente. Et on doit mettre en place des mesures qui vont réduire le prix des fruits et légumes du Québec pour faire contrepoids aux différentes stratégies de marketing de l'industrie des aliments ultra-transformés.
Manger sain, c'est un droit. Bien manger coûte de plus en plus cher et constitue un défi de taille pour plusieurs familles. C'est pourquoi on doit s'y attarder davantage. Et sur ce, je vais céder maintenant la parole aux représentants du Comité d'action et de réflexion pour l'autonomie alimentaire, soit le CARA. Messieurs. Bonjour, je m'appelle Stéphane Tremblay et je suis membre du CARA, le Comité d'action et de réflexion sur l'autonomie alimentaire. Bonsoir, je m'appelle Sylvain Desjardins et je suis membre du CARA et père aidant au Carrefour solidaire. Le CARA est composé de personnes résidant dans le centre-sud qui sont préoccupées par les enjeux alimentaires. Le comité favorise la prise de pouvoir sur notre alimentation par le biais de réflexions sur les difficultés rencontrées pour se nourrir et de la réalisation d'actions militantes pour les membres du comité. Le CARA défend le droit à l'alimentation et la lutte pour la reconnaissance de ce droit. Ah oui, la reconnaissance de ce droit est au cœur de notre comité. Durant cette pandémie mondiale, nous avons vu une explosion de taux d'insécurité alimentaire qui a augmenté de 39 % pendant la première année, selon Statistique Canada. De plus en plus de personnes sont obligées de chercher des paniers de dépannage alimentaire et de payer leur épicerie avec carte de crédit qu'ils ne pourront pas repayer. On est rendu à s'endetter pour se nourrir. Nous voulons des élus motivés à mettre en place des législations et des mesures pour assurer le droit fondamental qu'est la bonne alimentation pour tous, plutôt que simplement subventionner des banques alimentaires. Ceci est une première étape importante, mais il est tout aussi important de s'attaquer aux problèmes à la source. Il faudrait que le gouvernement provincial prenne plus de responsabilités pour le bien-être de ses citoyens et ne laisse pas le fardeau aux organismes communautaires qui sont systématiquement sous-financés. Nous voulons que la crise du logement et les effets sociaux que cela entraîne soient reconnus, que les subventions soient mieux ciblées pour soutenir les personnes à faible revenu pour qu'ils puissent payer leurs frais de logement. Personne ne doit jamais choisir entre manger ou payer son loyer. Nous voulons quelqu'un qui souhaite un changement de paradigme avec plus de logements sociaux, moins de gens dans la rue et plus d'aide psychologique pour ceux qui en ont de besoin. Pour le CARA, le plus important est le réseautage et le renforcement des communautés. Nous croyons fortement que c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Dans le Centre-Sud, nous sommes très fiers de notre réseau communautaire solide et du tissu social que nous avons créé ensemble au travers des années. De la promenade des Saveurs jusqu'au marché solidaire Frontenac, les gens du quartier se sont mobilisés et continuent de le faire pour un développement d'un système alimentaire juste et durable. Beaucoup de personnes du quartier sont personnellement sensibilisées aux impacts de la précarité financière sur les choix alimentaires. Cela entraîne une mobilisation citoyenne toujours plus forte et engagée, ainsi qu'une volonté d'améliorer ces enjeux à la source. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d'un gouvernement provincial qui est solidaire et de ses citoyens qui est sensibilisé au courant de nos enjeux. Nous voulons un véritable représentant qui se battra pour un système alimentaire québécois juste et durable qui permettra un accès à des aliments frais et de qualité pour tous. Merci beaucoup, M. Tremblay et M. Desjardins, d'avoir mis la table sur les enjeux d'insécurité alimentaire. Donc, comme il a été mentionné, devant l'explosion des demandes d'aide alimentaire, l'augmentation des prix des denrées et les effets délétères des aliments ultra-transformés sur la santé et l'environnement, il faut que le gouvernement du Québec mette en place des actions maintenant pour assurer l'accès à une saine alimentation pour toute la population. Alors, à tour de rôle, chaque candidat devra répondre en 5 minutes à la question suivante.
quelles mesures votre parti prévoit mettre en place afin que l'autonomie alimentaire du Québec contribue à nous nourrir le plus sainement et durablement, en plus d'être capable d'assurer une sécurité alimentaire? Et nous commençons avec la représentante du Parti québécois, Mme Florence Racicot, qui est candidate dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis. Madame Racicot, la parole est à vous. Oui, donc qu'est-ce que vous pouvez constater, c'est lors de la pandémie qu'on a eue en 2020, il y a beaucoup de personnes qui manquaient de nourriture, donc le Parti québécois veut demander à chaque personne, ou surtout les grosses compagnies, de mettre à chaque fois les organismes communautaires, ainsi que de favoriser aussi l'agriculture. Donc, c'est protéger les terres agricoles en cessant tant que possible le dénosage et en luttant contre leurs accaparements, favoriser un achat local et rendre nos entreprises agricoles pluriréalisantes, former une relève agricole forte et fière. Aussi, encourager beaucoup les serres dans Montréal et les autres environs, étant donné qu'on a un hiver très rugueux au travers le Québec. Et aussi, je travaille pour une compagnie québécoise que la favorisation, c'est beaucoup les aliments qui sont biologiques. Donc, la majorité des compagnies doivent avoir 70 % de plus de produits biologiques, donc certifiés par Écossaire, et ainsi de 70 % des produits, ça serait plus au niveau québécois, favorisés dans les écoles ou dans les hôpitaux. Merci beaucoup, Mme Racicot. J'inviterai maintenant M. Alex Thérel, chef du Parti vert du Québec et candidat dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce, à prendre la parole. Merci beaucoup. C'est pour 5 minutes? 5 minutes. Oui, OK. Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici ce soir pour discuter de cet enjeu qui a une grande importance, autant pour la santé des gens que pour l'environnement. Au Parti vert du Québec, on propose d'avoir un programme de sériculture nationale, donc d'avoir des serres dans tous les quartiers du Québec qui seraient alimentés avec l'hydroélectricité. Ça pourrait nous permettre d'attaquer plusieurs problématiques en même temps. On aurait une meilleure sécurité alimentaire, on serait moins dépendante des importations et donc on pourrait réduire nos émissions. On pourrait aussi transmettre le savoir-faire pour pousser des fruits et des légumes aux jeunes, à toutes sortes de personnes dans la communauté. Donc, ça permettrait à la fois d'avoir un engagement communautaire, mais aussi d'avoir tous les aspects environnementaux et au niveau d'alimentation locale. Le Parti vert du Québec, on est le seul parti politique au Québec qui, dans notre programme, on a une cible pour réduire la consommation de produits animaliers. On parle de réduire ça de 50 % sur un horizon de 12 ans. Et on a choisi cette cible-là parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. Et c'est très important de réduire la consommation de produits animaliers, autant pour l'environnement que pour la santé des gens. Et bien sûr, on ne vise pas à forcer qui que ce soit à devenir végétarien ou vegan, mais on souhaite donner des gens des outils pour le faire. Donc, d'avoir des produits de rechange qui sont disponibles, d'avoir des options véganes dans toutes les institutions publiques, des écoles, des hôpitaux, ce genre de choses, et de vraiment faire une campagne publicitaire pour sensibiliser les gens sur cet enjeu-là. Donc, il faut donner des gens des outils pour le faire. Au niveau des pesticides, on a quand même beaucoup de problèmes avec les pesticides au Québec. On a vu tous les scandales là, avec des gens de l'industrie du pesticide et des engrais là, qui siègent sur les comités, sur les instances décisionnelles qui établissent des normes pour ça. Donc, ça n'a pas de sens qu'au Québec, on est en train d'utiliser davantage de glyphosate et d'engrais comparé à des endroits comme le Vermont, par exemple, qui ont un climat très semblable. Le Parti vert du Québec, on vise réduire le rôle des vendeurs de pesticides dans la réglementation et diminuer de façon très importante. On peut même bannir l'utilisation du glyphosate au Québec. On pense que c'est quelque chose de très important pour faire pour l'environnement, surtout que ça a été prouvé d'être carcinogène par certaines études. Donc ça, c'est très important pour nous. On veut aussi diminuer les impacts environnementaux de l'agriculture. Moi, je suis président d'une association de lacs dans les Laurentides et on fait face à des enjeux quand même importants avec l'agriculture animale. On a un élevage de wapitis à proximité du lac et quand que l'eau tombe, quand il pleut, toutes ces déjections-là se ramassent dans le cours d'eau, ce qui arrive à polluer le lac. Fait que ça, c'est un enjeu quand même très important. C'est partout au Québec que nos lacs là, sont en train de voir leur biodiversité et leur environnement détérioré. Et ça prend une plus grande réglementation de l'industrie agricole pour limiter les rejets là, dans les cours d'eau et dans les milieux naturels. Au niveau du perte de poids, nous autres, on
on propose d'avoir 1 heure d'éducation physique dans toutes les écoles, là, au primaire et au secondaire, quelque chose de très important pour que les jeunes apprennent les bonnes habitudes de vie. On veut aussi avoir des cours de cuisson dans ces écoles-là pour que les gens puissent avoir, que tout le monde qui passe par l'école publique puisse avoir des connaissances là, pour se nourrir de façon en santé et sans dépendre de produits transformés. Et je pense que quand on donne les outils aux gens, on est capable de faire des grands changements. Le Parti vert du Québec, on propose un programme très audacieux en termes d'environnement. On parle de 500 milliards sur 4 ans pour la transition énergétique et pour prendre soin de l'environnement. Et il y a une bonne section de ce financement-là, justement, ce qui serait dévoué à développer l'agriculture locale, à développer l'économie circulaire et à réduire notre dépendance d'aliments importés, là, qui ont vraiment un coût écologique très important au niveau des émissions. Ça n'a pas de sens qu'on est en train de constamment importer des fruits et des légumes de la Californie quand on pourrait les faire pousser ici avec l'hydroélectricité à l'année. Il y a tellement de potentiel en termes d'agriculture urbaine. On est capable de faire des toits verts là, à travers Montréal et à travers le Québec. C'est des espaces qui sont complètement gaspillés à l'heure actuelle et malheureusement, les subventions ne sont pas en place pour permettre aux gens de facilement développer ce genre d'infrastructure verte qui est essentielle à la transition énergétique. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité de venir discuter de ces enjeux aujourd'hui et j'ai hâte de continuer la discussion. Merci. Merci beaucoup, M. Tirel. Richard Campeau, qui est candidat pour la coalition Avenir Québec. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce soir. L'autonomie, on en a entendu parler beaucoup avec la pandémie, pas juste l'autonomie alimentaire, l'autonomie de façon générale. On a vu que la pandémie a mis en lumière qu'on avait des problèmes, par exemple, avec le désinvestissement qui avait eu lieu en santé publique, qui a fait que les gouvernements précédents ont mis vraiment un poids sur ce qui se passait dans les systèmes de santé. Et qu'on pense aux équipements de protection individuelle, par exemple. Mais quand on parle d'économie alimentaire en particulier, être dépendant de fournisseurs d'aliments étrangers dans un temps de pandémie, je me souviens très bien du caucus, avant que ça devienne public, où notre premier ministre nous a dit, mars 2020, il y avait une inquiétude de savoir est-ce que les camions vont traverser des États-Unis au Canada? Ça aurait été extrêmement grave. Alors, on a fait beaucoup de choses à cause de la pandémie. On a parlé des 10 000 préposés aux bénéficiaires, des investissements en santé. La pandémie nous a beaucoup brassés. Il y a un peu plus d'une semaine, on a annoncé que si la CAQ est réélue, 175 millions de plus seront investis pour encourager l'autonomie alimentaire au Québec. Il y en avait déjà 637 millions. Alors, c'est pour vraiment améliorer ce système-là, aider nos agriculteurs. Et là, on parle de produits frais de chez nous, de bonne qualité, et qui viennent de courte distance. Courte distance, ça veut dire donc moins de gaz à effet de serre. Et les gens qui me connaissent savent que je suis fatiguant avec ça. Toujours, les gaz à effet de serre, c'est une chose qui devrait nous préoccuper continuellement, dans l'agriculture comme dans n'importe quoi. Si on veut aller plus loin, par exemple, ce qu'on voulait faire aussi, c'est d'inciter nos enfants, dès leur jeune âge, à manger mieux, à s'alimenter mieux. Alors, c'est pour ça qu'on a annoncé un programme, si on est élu, le 3 octobre, de 21 millions pour les écoles primaires, sur une base, si elles le souhaitent, si les professeurs le désirent, qu'on appelle l'agroalimentaire s'invite à l'école. Le but, c'est d'aider, de donner des outils pour aider les élèves et les enseignants à l'apprentissage d'une bonne alimentation, de saines habitudes de vie. Et bien sûr, à ce moment-là, on va parler de la proximité et des distances parcourues par les aliments. Vous les initier aux techniques maraîchères aussi, parce qu'actuellement, comme pas winner d'aller travailler en région puis d'aller travailler la terre. Et pourtant, on en a besoin. Et si on le faisait dès le début, peut-être qu'il y aurait un engouement à ce moment-là. Vous connaissez probablement le programme Agir tôt qui a été développé par mon collègue, je dirais collègue et ami, Lionel Carman. Et on a embauché, entre autres à cause de ce programme-là, des diététistes pour accompagner nos enfants. Quand on parle d'embonpoint, par exemple, bien,
s'occuper de l'alimentation dès le jeune âge, c'est quand même important à ce moment-là. Et encore une fois, on va leur parler d'être plus éco-responsables, d'être plus efficaces. C'est gagnant pour tout le monde. Mais l'insécurité alimentaire, c'est souvent une insécurité qui est reliée à l'inflation. C'est un manque d'argent, point. Alors, il y a 4 choses qu'on a mises en place depuis le début de la campagne. On a dit qu'on était pour baisser les impôts pour les 2 premières tables d'impôts à partir de janvier 2023. On a parlé de remettre 600 $ pour les gens qui gagnaient moins de 50 000 $. Entre 50 et 100 000, ça tombait à 400 $. On a parlé d'un montant qui était pour augmenter pour les aînés, qui pouvait auparavant être de 411 pour les tirer jusqu'à 2 000 $ selon un calcul qui devra être refait, pour les gens de 70 ans et plus. Et on a aussi parlé d'aller plafonner tous les coûts gouvernementaux. Exemple, permis de conduire, exemple, tout simplement, l'hydroélectricité. Alors, si l'inflation est supérieure à 3 %, c'est le cas actuellement, bien là, à ce moment-là, on serait un maximum de 3 %. Et si on rend plus prévisible le montant d'argent que les gens ont, on ne règle pas tous les problèmes alimentaires, mais on va quand même donner aux gens le choix personnel de mettre plus d'argent disponible et de le confier à l'aspect alimentaire. On va ajouter aussi un 20 millions pour aider les banques alimentaires. J'ai vécu ça dans mon comté, une banque alimentaire qui était très performante, très utile, mais qui a eu un problème. Et on aura un total de 26 millions sur la table pour réduire le gaspillage alimentaire avec des entrepôts mieux adaptés. Merci beaucoup. J'ai vu la fin là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Campeau. J'invite maintenant M. Alexandre Leduc, député sortant de la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve et candidat pour Québec solidaire, à se prononcer. M. Leduc. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, estimés collègues. D'abord, une salutation de mon amie Manon Massé, la députée du Fier-Monde de Centre-Sud de Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui me tenait à ce que je vous salue de sa part. Vous le savez, elle fait une grande tournée du Québec pour aller dans toutes les régions et faire mousser, donc, évidemment, la campagne solidaire. Salutations aussi à tous les organismes de mon quartier de Hochelaga-Maisonneuve qui font un travail extraordinaire en sécurité alimentaire. Je pense entre autres au Chez Resto Pop, à la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, au Cap Savanabé et tant d'autres. Vous avez été essentiels pendant la pandémie, vous l'êtes encore aujourd'hui. Vous mériteriez pas mal plus de financement à la mission, mais on y reviendra dans quelques instants. Quand on parle d'alimentation, on n'a pas le choix de commencer par la base avec l'agriculture. Comment on la produit, notre alimentation ici au Québec. Et force est de constater qu'on est dans un moment difficile en matière d'agriculture. Vous le savez, la valeur moyenne des terres agricoles a triplé depuis 2007, plus de 600 % depuis 1990. C'est un enjeu réel. Beaucoup de jeunes agricoles, la relève agricole, a la misère à s'acheter une terre. Ça génère beaucoup d'angoisse. Ça fait une économie agricole de locataires. C'est rendu des grandes corporations, des grandes entreprises, des fonds comme Pangea, par exemple, qui achètent, qui décident qu'est-ce qu'on va y cultiver. Ce n'est pas nécessairement toujours à l'avantage, bien sûr, du Québec et des Québécois et Québécoises. On a perdu jusqu'à 70 % des fermes depuis 1961 au Québec. Donc, c'est des fermes immenses. On n'est plus dans la logique de ferme familiale. C'est tout un tournant qui fait en sorte qu'on est dans le productivisme agricole. Ça fait quoi? Ça fait notamment que la plupart des bonnes terres, 70 % de nos meilleures terres au Québec, sont dédiées à faire pousser quoi? Du maïs, du soja, qui sont dédiés à nourrir les porcs que l'on produit aussi et qu'on envoie partout dans le monde. On consomme finalement très peu de l'ensemble des porcs que l'on produit ici. Et c'est des ressources qu'on n'est pas en train de distribuer à nous, les gens qui habitent au Québec. Ça fait en sorte qu'en hiver et au printemps, jusqu'à 40 % de ce qu'on consomme nous vient des États-Unis et d'ailleurs, et donc on a un gros problème d'autosuffisance. La mesure phare de Québec solidaire en cette matière-là, c'est de faire en sorte de développer une politique d'achat alimentaire local dans le secteur public. On parle ici de CPE, d'écoles, hôpitaux, CHSLD, etc., pour que 70 % des aliments qui sont produits et vendus dans ces réseaux-là, ou distribués évidemment gratuitement, soient des aliments locaux et 50 % soient des repas d'origine végétale. Encore une fois, on n'est pas en train de forcer personne à devenir végétalien. Moi-même, j'ai commencé à diminuer ma consommation de viande depuis quelques années. Aujourd'hui, je voulais manger une poutine, mais je n'ai pas pris la poutine extra viande, j'ai pris la poutine régulière avec une salade de choux, donc pas de viande. Bon, vous me direz qu'il y a du cartilage de bœuf dans la sauce, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que le véganisme, c'est pas encore arrivé, mais en tout cas, j'y travaille parce que vous savez que c'est une des plus grosses sources
de production de GES, c'est la production de viande au Québec comme ailleurs. On veut faire évidemment un réseau de public d'abattoirs régionaux pour ôter la pression d'un conglomérat qui les possède tous. On veut rembourser la certification biologique des agriculteurs qui vont se lancer dans la certification, dans la production biologique, améliorer le filet de sécurité de nos agriculteurs pour faciliter la relève agricole, financer, stabiliser les revenus agricoles notamment. On veut faire un plan de lutte contre l'accaparement des terres agricoles en interdisant l'acquisition des terres agricoles par des fonds d'investissement privés, une mesure forte, mais une mesure nécessaire. J'ai parlé tantôt du financement à la mission du communautaire. Ça concerne le communautaire dans la sécurité alimentaire, mais ça le concerne dans tous les autres domaines. C'était une promesse forte de la CAQ qu'elle n'a pas livrée. Nous, à Québec solidaire, on va le faire. Et je m'en voudrais de terminer cette séquence en disant qu'en effet, si on veut bien s'alimenter, il faut avoir des ressources pour le faire. Et qui dit ressources dit inflation. On veut détaxer plusieurs produits, la TVQ, détaxer plusieurs produits de consommation régulière au Québec pour permettre d'alléger rapidement le fardeau fiscal, en quelque sorte, des consommateurs. On veut baisser de 50 % le prix du transport collectif au Québec. Qui dit logement aussi dit grosse crise du logement. On paye beaucoup trop cher pour nos logements. On veut plus de logements sociaux, geler les loyers, geler les tarifs d'Hydro-Québec. Puis finalement, qui dit nourriture dit cuisine. Hein? Si on veut sortir des aliments préparés, achetés déjà, consommés, il faut du temps, il faut de la qualité de vie. C'est un engagement fort de Québec solidaire qui se décline dans une série de mesures. Hausse du salaire minimum, 4 semaines de vacances dans les normes du travail, 4 jours fériés supplémentaires dans les normes du travail, droit au télétravail. Beaucoup de nous avons expérimenté ça pendant la pandémie, hein, le télétravail. Ça ne devrait pas être la seule prérogative du patron de nous permettre ou pas de la télétravail. Nous, on propose à Québec solidaire que 50 % des tâches puissent être réclamées par un salarié dans un télétravail, évidemment dans les contextes où ça s'applique. Une batterie donc d'engagements qui nous permettrait de mieux manger au Québec et de sortir de la pauvreté. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Duc. Donc, on conclut ce tour de table avec Madame Chantal Gagnon, qui est candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel. Madame Gagnon, je vous cède la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, nous, au Parti libéral du Québec, nous sommes conscients qu'il faut manger sainement. Il faut manger des produits locaux, des fruits, des légumes, mais tout ça avec un panier d'épicerie qui ne cesse d'augmenter. Avec la pandémie, les Québécois ont constaté que l'autonomie alimentaire était très importante. Les producteurs et les travailleurs agricoles nous ont permis de passer à travers cette crise. Dernièrement, on constate que ça ralentit. Il faut relancer cette initiative. Nous devons faire rayonner les produits pour qu'ils prennent une place grandissante dans nos assiettes. Les produits du Québec sont bons. Les agriculteurs sont dédiés. Ce n'est pas seulement une profession, mais c'est une véritable vocation pour eux. Il faut qu'on offre des produits de qualité tout au long de l'année, ce qui fera en sorte de fidéliser la clientèle. Avec les baisses d'impôts qu'on propose, on redonne aux Québécois de l'argent pour qu'ils puissent s'alimenter sainement. On s'entend sur le besoin d'augmenter le financement. On veut et il faut bonifier le financement. Notamment, ça passe par les banques alimentaires qui ont constaté une énorme demande. Je peux en témoigner, pendant la pandémie, j'ai été moi-même livrer des denrées à des gens. Alors, la demande est beaucoup plus grande que l'offre. Mais il y a aussi la pérennité du financement. Étant directrice d'un organisme communautaire, je peux vous en parler. Souvent, on obtient une subvention, on met en marche le projet. C'est un projet d'1 an. Et à la fin du projet, on ne sait pas si le projet peut être reconduit. Alors, on met nos ressources à pied. Puis souvent, quelques semaines plus tard, des fois quelques jours plus tard, on a la nouvelle que le projet peut être reconduit. Alors, c'est toujours à recommencer. Alors, l'embauche de personnel, puis croyez-moi que la pénurie de main-d'œuvre dans les organismes communautaires se fait énormément sentir. Alors oui, il faut financer plus, mais il faut pérenniser le financement. Puis ça, c'est un engagement super important pour moi. Il faut aussi éduquer nos enfants. Dès leur jeune âge, il faut leur apprendre à manger sainement et à consommer des produits locaux. Il faut leur montrer l'exemple. Il faut investir en prévention.
On doit leur montrer à faire des bons choix, alors en comparant les produits. Leur expliquer aussi que consommer local, ça a un impact bénéfique sur l'environnement. Ça doit aussi se faire à l'école. Offrir des collations santé avec des produits locaux. Dans mon comté, il y a des super écoles, notamment avec des jardins. Alors, les élèves ont semé des graines, ils voient le produit pousser pour après manger leurs produits. Alors, c'est vraiment une belle initiative des écoles. Puis aussi, on m'a annoncé qu'il allait même avoir des poules prochainement. Alors, c'est vraiment un beau projet. En plus, en mangeant sainement, bien, l'élève est plus disposé à apprendre. Il y a de l'énergie, puis ça prévient aussi des maladies. Alors, ça désengorge notre système de santé. Puis tout ça combiné avec le sport, c'est la combinaison gagnante. Il faut faciliter l'accès à une saine alimentation dans les écoles, mais aussi dans les établissements de santé, puis aussi dans les résidences pour personnes âgées et les CHSLD. C'est inconcevable qu'on puisse servir de la nourriture à certaines personnes qui sont en perte cognitive avec moins de goût, moins de qualité. Il me semble qu'on ne peut pas accepter ça. Alors, on s'engage au Parti libéral à mettre tous les efforts nécessaires pour contribuer à offrir une saine alimentation à tous les Québécois. Puis on ne fera pas juste le dire, mais on va l'appliquer, et je l'applique déjà dans la vie de tous les jours en montrant l'exemple à mes enfants. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Donc, on va maintenant prendre les questions des journalistes qui sont dans la salle. On a 10 minutes pour cette période de questions. Je les inviterai à se manifester au micro s'ils le peuvent pour qu'on puisse bien entendre la question. Et j'oserais nommer M. Grenier, je crois, qui s'avance. C'est bon? Bon, on parle beaucoup des producteurs. C'est des gens qui ont une vocation dans la vie, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a qui peuvent faire des énormes économies d'échelle en vendant leurs produits à l'industrie agroalimentaire, ce que ne peuvent pas faire, par exemple, les producteurs de paniers bio. Alors, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas affranchir un peu le système de production alimentaire de la stricte logique de la loi de l'offre et le marché, c'est ça, pour faire en sorte de subventionner massivement les produits frais et sains et taxer sévèrement les produits ultra transformés. Parce que c'est pas juste un choix individuel, il faut offrir des environnements favorables à la saine alimentation. Et là, les dés sont pipés. Les gens, dans les quartiers défavorisés, où il y a des déserts alimentaires, ne peuvent pas s'alimenter sainement. Est-ce que un de vos partis pourrait faire la différence? Je vais vous demander de répondre en 1 minute environ par personne. Idéalement, je reprendrai, mais dans l'ordre inverse cette fois-ci. Donc, Mme Gagnon, vous seriez la première. Oui, mais il y avait plusieurs questions, mais je pense que la question, c'était de taxer les produits transformés puis offrir plus d'aliments sains. Oui, bien, effectivement. Prenons par exemple le cas de la taxe sur les boissons sucrées. Il y a NSPQ a fait un document pour parler des enjeux éthiques de cela, et l'acceptabilité sociale est au rendez-vous à partir du moment où les aliments malsains sont taxés pour subventionner les aliments sains. Bien, c'est quelque chose qu'on devrait envisager, qu'on devrait réfléchir, qu'on devrait se pencher pour voir les effets bénéfiques, les effets néfastes. Mais oui, c'est certain que c'est une option à privilégier. Puis, ça va avec l'offre et la demande. Plus on a des gens qui achètent les produits locaux, plus les prix vont diminuer, plus il va en avoir, puis plus ça va être disponible et accessible à tous. Merci pour la question. Pour la question de l'offre et la demande, je pense que là où on arrive avec la politique ciblée de 70 de consommation locale et 50 végétale, comme l'État est un gros acteur dans les consommateurs, dans les acheteurs des produits locaux, ça vient un peu influencer
le début de la chaîne. Donc, on dit, nous, on va forcer en quelque sorte les producteurs à nous fournir cette quantité-là de légumes locaux, de produits végétaux. Alors, on vient influencer la question de l'offre et la demande comme pôle public d'achat en quelque sorte. Sur les taxes de produits ultra-transformés, c'est vraiment intéressant. La seule question qu'il ne faut pas oublier dans ce débat-là, c'est la culture. Moi, mon bureau dans Hochelaga-Maisonneuve est en haut du Super C, sur P9 Ontario, pour ceux qui connaissent. Laissez-moi vous dire que le département des boissons gazeuses sucrées est pas mal plus gros au Super C de Ontario P9 que le Valmont, à quelques pieds de là, qui est sur Ontario aussi. Ce n'est pas la même clientèle. Alors, il ne va pas falloir oublier la question de la culture, de l'accompagnement, de l'éducation populaire alentour de ça, pour pas que ça devienne une pénalité envers les personnes qui ont toujours été habituées à manger et à consommer de cette façon-là. M. Campeau. Bien, j'aimerais vous rappeler que la Coalition Avenir Québec a déjà mentionné il y a un bon bout de temps qu'on ne voulait pas mettre de nouvelles taxes et impôts. Alors, rajouter des taxes là-dessus, ça serait comme une autre promesse qu'on dirait qu'on a déjà dit qu'on ne respecterait pas. Alors, je ne pense pas qu'on irait dans ce sens-là, mais quand j'ai mentionné tantôt, je m'excuse de me répéter, mais 175 millions de plus pour encourager l'autonomie alimentaire, c'est un peu dans ce sens-là. À ce moment-là, ça va limiter les prix. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une responsabilité citoyenne en arrière de ça que de réclamer ces produits-là. Et c'est un peu pour ça que quand on dit qu'on veut montrer à nos enfants à manger local, à s'alimenter mieux, c'est comme le début de la chaîne, en quelque part, où on dit les enfants vont finir, et les parents et les professeurs, à nous dire c'est ça que nous voulons faire dans le futur. Merci. Nous autres, au Parti vert du Québec, ce qu'on veut subventionner, c'est les plantes. On croit que si on met plus de subventions là-dessus, plus d'alternatives à la viande et plus de disponibilité de ces produits-là, on a des desserts alimentaires là, qui font en sorte qu'il y a des gens, surtout à faible revenu, qui n'ont pas accès facile aux fruits et légumes, ou bien que c'est dans les épiceries où ça coûte très, très cher. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils vont à l'épicerie, réduisent la quantité de fruits et légumes qu'ils achètent à cause du prix, là, justement. Fait qu'il faut faire baisser ces prix-là. Pour ce qui en est de taxer la malbouffe, c'est un débat qui est intéressant, mais ça peut avoir, comme mes collègues ont dit, des conséquences sur des personnes qui s'alimentent avec ça, qui n'ont pas les moyens ou les connaissances là, pour faire le changement. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais nous autres, on vise vraiment à rendre la nourriture de bonne qualité moins chère avant d'ajouter des taxes et d'augmenter la facture de l'épicerie des gens. Au Parti québécois, donc, ça serait surtout d'éduquer, je vous dirais, les Québécois et Québécoises dans la saine façon de manger, étant donné que beaucoup de personnes, malheureusement, ne vont pas dans les chaînes un peu comme plus fines, des épiceries fines. Donc, il y a Avril, il y a Valmont et tout ça. Donc, éviter de favoriser de manger la malbouffe, puis vraiment éduquer la population. Puis au niveau des paniers bio, il y a beaucoup de compagnies qui le proposent d'en faire. Donc, allez voir les marchés publics l'été. Il y en a aussi qui se fait à l'année, je vous dirais. Puis de plus en plus, il y a des serres qui se fait au travers du Québec. Donc, c'est une bonne façon aussi d'éviter puis d'éduquer les personnes. Merci. On va prendre une dernière question. Madame Cazu. Bonjour à tous. Voici ma question pour vous, chers candidats, candidates. À travers le pays, plusieurs initiatives à l'échelle locale visent à faciliter l'accès économique aux fruits et légumes auprès des groupes vulnérables. Si votre parti est élu en octobre prochain, que pensez-vous de l'instauration d'un programme de coupons nourriciers pour faciliter l'accès aux fruits et légumes pour les ménages à faible revenu? Je vais vous demander de répondre en 30 secondes, un petit peu plus vite. Monsieur Campeau, vous allez être le premier. Coupon nourricier, je ne suis pas contre l'idée. Nous ne l'avons pas exploré comme tel, bien honnêtement. Mais quand on dit qu'on veut rajouter 175 millions, c'est pour aider les gens qui sont vulnérables. Il y a dans mon comté 2 organismes, le Gémeaux et le Sésame, et on aide beaucoup ces gens-là, en particulier parce que les problèmes d'autonomie alimentaire localement, pas vraiment des déserts autour de ces endroits-là. Et on voit des gens qui s'y présentent, il y en avait plus qu'avant. Je suis conscient de ça. Monsieur Tirel, vous êtes le prochain.
Nous autres, on pense que c'est quand même une bonne idée là, de rendre ça plus accessible aux gens. Là. Donc oui, d'avoir des coupons alimentaires là, pour la nourriture de santé. Puis je pense que ça devrait être quelque chose qui est donné automatiquement aux gens en dessous d'un certain revenu. Comme ça, on peut les inciter justement à faire ces choix-là et y avoir accès. Les gens devraient avoir un droit fondamental d'avoir accès aux aliments de qualité. Et quand les gens ne sont pas capables d'avoir ça, bien oui, ils devraient avoir des coupons pour avoir de la nourriture de qualité. Madame Gagnon? Oui. Nous, au Parti libéral, on n'est pas nécessairement en faveur de cette proposition. Ce qu'on mange, c'est un choix personnel. Alors, c'est sûr qu'on veut l'encourager, mais on ne veut pas l'obliger. Alors, ça peut aussi, ce qu'on a entendu de certaines personnes, moi je suis dans le milieu communautaire, fait que je l'ai déjà entendu, on aime mieux subventionner les organismes qui offrent l'aide alimentaire parce qu'on entend souvent que ça peut être même paraître gênant d'arriver à la caisse avec son coupon alimentaire. Alors, puis en plus de ça, on n'est pas un parti paternaliste, alors oui pour encourager, promouvoir, mais non pour obliger. Madame Racicot? Je vous dirais que ce serait surtout d'encourager les commerces, d'éviter le gaspillage en donnant beaucoup aux denrées rares, surtout aux citoyens. Il y a souvent les paniers qu'on fait, qu'on donne à des organismes communautaires pour aider les personnes plus démunies. Donc, de favoriser le plus possible les grosses chaînes de faire ça, ça va beaucoup aider le gaspillage alimentaire ainsi que d'aider les personnes plus démunies. Monsieur Leduc. Oui, moi j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de penser à des solutions comme ça parce qu'on aura vraiment sorti de la pauvreté davantage de personnes. Il y a des statistiques année après année qui parlent qu'il y a de plus en plus de travailleurs et de travailleuses dans les banques alimentaires qui sont au salaire minimum. C'est quand même hallucinant qu'on en soit rendu là. Donc oui, des coupons nourriciers, c'est intéressant. Pendant la première vague de la pandémie, on avait aussi proposé des subventions pour faire des jardins, un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les jardins de la Victoire, ça s'appelait. Le gouvernement subventionnait les gens pour se faire leur propre culture de fruits et légumes et ça avait eu un certain effet. Puis sinon, il y a des formidables initiatives. On a parlé tantôt des serres. La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve a fait un partenariat avec la SAQ pour utiliser les terrains non exploités proches de la 25. Ils utilisent le toit du 5600 Hochelaga également. Donc, ce genre d'initiative-là où on peut utiliser davantage d'espace pour faire pousser des fruits et légumes gratuits, c'est aussi des bonnes idées. Merci. Merci beaucoup à tous. Ça a été bon avec le temps. C'est ce qui conclut la période de questions. Je remercie les candidats et les candidates pour leur présentation. Les personnes en ligne qui sont avec nous, c'est ici que l'événement se termine. N'oubliez pas d'aller voter le 3 octobre. Merci beaucoup pour votre présence. Et maintenant, je vais inviter ma collègue Marie-Claude à nous expliquer la suite de l'événement, puis passer aux petites bouchées. Merci. Alors,